Anne Goscinny, vous êtes donc vous aussi écrivain, romancière, parolière. Vous êtes également la fille d'un grand artiste, René Goscinny. Et quand nous vous avons demandé de réfléchir à ce thème de l'intranquillité, c'est la question de la légitimité, de l'illégitimité qui est venue naturellement pour vous, ce qui me semble très, comme ça, intuitivement très juste. Peut-être c'est le moment de nous en parler. Oui, alors moi je suis trop intranquille pour me faire confiance, donc je vais me permettre de lire ce que j'ai... Je vous en prie. De lire ce que je vais dire, voilà. Donc j'ai nommé ce petit texte « Légitimité en équilibre ». Je suis née intranquille, je suis née l'angoisse au ventre, ou plus exactement un pavé dans l'estomac, il faut dire que j'ai vu le jour en mai 68. J'ai choisi d'associer légitimité, équilibre et intranquillité parce qu'à la croisée de ces trois mots se situe la lumière qui m'attire et me paralyse. Le 5 novembre 1977, ma mère m'a dit « Ton père est mort », comme ça, sans mots qui ménagent, sans mots qui habillent. Il n'était pas question dans cette annonce brutale de ciel bienveillant, de paradis ni de nuages qui sourient. Pas question non plus de retrouvailles célestes, même un jour, même plus tard. Non. C'était une mort sèche et sans espoir dont elle m'informait, l'une de ces morts, et pardon pour ce qui sonne comme une lapalissade, qui tranche avec la vie. Pas la mort qui parachève l'existence, pas la mort qui induit une autre vie, une mort qui clôt sans espoir. Avant d'apprendre d'elle ce qui allait nous détruire, elle, moi et le couple que désormais elle et moi nous préparions à former, j'ai su qu'un drame était arrivé, simplement peut-être l'écho d'une crainte ou d'une intuition, l'une étant la sœur aînée de l'autre qui me poursuit encore aujourd'hui. À partir de ce moment-là, j'ai pris la main de ma mère et, funambules, paumées l'une et l'autre, nous avons marché toutes les deux sur ce fil étroit et invisible qu'était notre vie depuis la disparition de notre amour. Chacun sait que le funambulisme est une question d'équilibre. À droite, un précipice, à gauche, un ravin. Ne pas tomber. Mettre en veilleuse l'intranquillité et avancer car sur ce fil, nous n'avons pas droit à l'immobilité. L'adolescence et son cortège de première fois viennent titiller mon bâton d'équilibre, facile de trébucher. Là commence sérieusement à se poser la question de la première des légitimités. Quel regard validera la femme que je deviens ? Parce qu'un regard extérieur est trop soumis aux caprices de la réalité, il est indispensable, vital qu'en moi vive l'autre, celui qui me manque et dont les paupières sont closes. De transfert en transfert, j'accouche du regard dont l'absence handicape la femme que je ne deviens pas. Je cherche des signes chez celui qui, le temps d'un transfert, prend la place de l'absent, qui viendrait valider cette féminité qu'il faut aller chercher au forceps. Pour l'instant, j'ai 15 ans, ma mère est une beauté, mais une beauté désertée. Son amour est mort, elle n'aimera plus jamais. Et c'est là, dans cette vie qui marche, mais qui n'avance pas, qu'il faut que je me trouve, que j'apprenne à me mettre en valeur, à m'habiller, à séduire. Je l'observe, je l'admire. Mais vient le jour où récidive son cancer, un sein en moins, une perruque en plus. Voilà ma mère nouvelle qui a mis en sourdine le peu d'appétit qui lui restait. Moi, j'ai 2 seins et des cheveux. Je veux couper les uns et raser les autres pour lui ressembler. Parce qu'un repère, même moribond, reste un repère. Je bricole ma féminité comme on improvise une recette de cuisine. Les ingrédients sont peut-être bons, mais mal agencés, mal préparés, mal incorporés, ils desservent l'objectif. Rien n'est naturel dans cette féminité-là, tout est copie de souvenirs. Je suis passagère clandestine de mon propre corps qui ne veut pas admettre les codes. Je suis la fille d'une femme qui meurt, elle a 51 ans, j'en ai à peine 25. La légitimité de la féminité que je m'interdis devient alors une obsession, intranquille jusque dans mon intimité la plus intime. Ne jamais me mettre en valeur, ne jamais narguer la mort en soulignant la forme de mes seins. J'apprends seule. Ma mère a fait murer tous les miroirs de la maison pour ne jamais croiser son reflet. J'apprends en braille, à me maquiller, à me coiffer, et les premiers gestes fondateurs sont encore les miens aujourd'hui. Je sais où sont mes cils, je ne sais pas qu'ils sont longs. D'un regard à l'autre, je comprends qu'il faut que mes yeux voient pour ceux de mon père. Il faut que je prenne la parole, non pas à sa place, mais pour lui. Ma condition d'ayant droit m'autorise une opinion, m'autorise aussi à présider, pour ce qui concerne dans cette œuvre de collaboration qu'est la bande dessinée, la partie qui revient à mon père, le texte. L'exercice du droit moral est au cœur de la question de la légitimité. Mon père est mort quand j'avais 9 ans. Nous n'avons donc jamais parlé, lui et moi, du processus de création, de sa motivation, du message ou justement de l'absence de message, véhiculé ou non, dans cette œuvre traduite aujourd'hui en 130 langues et dialectes. L'intranquillité commence ici,
juste là. Qu'aurait-il pensé de cette adaptation? Aurait-il aimé que cet acteur incarne ce personnage? Aurait-il ri en lisant les nouvelles aventures de son personnage dont la vie a continué alors que la sienne s'était arrêtée? Et le village qui a servi de modèle au célèbre village gaulois, eh bien le shtetl qui a vu naître sa famille? Le druide est-il vraiment une représentation du rabbin? Il faut répondre, ne pas laisser les questions en souffrance. Et j'ai eu très vite conscience que l'âme de mon père ne s'élèverait pas tant qu'on la chatouillerait. Je suis devenue alors, dès qu'il s'agit de prendre une décision qui concerne son œuvre, une entité particulière. Je ne suis pas moi, je ne suis pas lui, je suis nous. Et c'est précisément dans l'espace de ce nous qu'il faut que je puise des réponses, des suggestions, des idées parfois. Il faut que ce nous sache aussi s'opposer. Et c'est évidemment toujours à cet instant que se pose la question de la légitimité. Mais qui êtes-vous pour vous opposer à tel ou tel projet? Je réponds, je suis nous. À ce vous de politesse, je réponds par un nous collectif. Cette position n'autorise pas la subjectivité. C'est là que réside la difficulté. Il faut forger dans ce nous une objectivité au dessein unique, le bien de l'œuvre. Il faut se départir de sa propre opinion, être deux en une seule voix et exposer ses arguments. L'intranquillité choisit toujours ce moment critique pour se manifester. C'est vrai, je ne suis pas l'auteur de l'œuvre que je défends, mais je suis sa tutrice. J'ai appris à ne plus me justifier, j'ai appris à énoncer simplement ce que je vais puiser dans ce nous à la fois mystérieux et si réel. Mais quelle est intranquille, cette position de n'être que sa propre voix. Je n'ai assisté ni à la naissance des personnages de mon père, ni même à leurs premiers pas. Pourtant, je veille sur eux, non pas comme si je les avais mis au monde, mais comme si on me les avait confiés adultes déjà, avec un seul mot d'ordre, protège-les. Alors j'apprends tous les jours à les laisser s'émanciper, à les laisser s'affranchir, mais tous les jours aussi, je rappelle à ceux qui désormais les animent qu'il ne faut pas transgresser pour le plaisir les codes, les repères, les règles mises en place par mon père. Oui à la transgression fertile. Et je suis toujours sur mon fil, équilibriste dans sa bulle, intranquille en équilibre. Intranquillité d'être moi aussi un auteur, fille d'un génie dont la seule évocation du nom fait sourire. Je n'aime que les mots écrits ou chantés. Ma gageure à moi tient en 4 lettres, A-2-N-E. Mon père est mort trop tôt, il ne m'a pas donné l'occasion de le quitter. Alors je porte son nom et son alliance. Et de ce nom doit jaillir un prénom. La question de la légitimité, une fois encore, une fois de plus, se pose. Je m'emploie non pas à m'améliorer, mais à justifier ce nom qui, avant d'être le mien, est le sien. Je ne pense qu'à lui quand j'écris, à son sourire, à son adhésion. Je ne cherche pas à me mesurer à son talent, non, mais je veux imaginer qu'il serait heureux de mon bonheur quand sonne le mot juste sous ma plume. Intranquillité due à l'angoisse de n'être jamais à la hauteur. Fille de ma mère malade et de mon père fantôme, il a fallu que je devienne mère. Lorsque j'ai porté mon premier enfant, Simon, j'ai compris que l'intranquillité connue jusque-là n'était que le brouillon de l'intranquillité qui m'attendait. Quelle mère serais-je? Je ne savais pas encore que Simon serait mon guide en maternité, qu'il me précéderait, m'apprendrait à me taire ou à prendre la parole, m'enseignerait la patience et l'art de la concession. Simon m'a faite mère. Sur mon fil, alors qu'en équilibre, un pied dans le vide, j'avance, Simon me guide et me rassure. Et 15 ans après sa naissance, je comprends qu'en lui faisant confiance, je m'apprivoise et que la question de la légitimité s'efface comme la craie sous la pluie. Le souvenir de mon adolescence qui balançait entre un mort et la promesse d'une mort imminente m'a fait douter de ma capacité à aimer à la folie ce que j'engendrerais. Et puis, il y a 13 ans est venue Salomé, ma fille, mon trésor. Ma mère est morte une seconde fois à l'instant où j'ai réalisé qu'il faudrait que je sois pour elle ce qu'elle n'a pas été pour moi, une femme solide, en bonne santé, à la capacité de séduction vacillante peut-être, mais présente envers et contre tout. Et j'ai accompagné les premiers signes de la féminité toute neuve, comme j'ai pu. Avec maladresse sans doute, j'ai appris un alphabet sans connaître le sens des signes qu'il fallait que je déchiffre. J'ai fait semblant de parler couramment la féminité alors qu'en réalité je ne connaissais pas le premier mot de cette langue-là. Précaire souvent l'équilibre, ténu le fil, lourd le bâton. Mais j'y suis arrivée. Salomé joue du mascara et se regarde dans les miroirs qu'elle croise. Elle est belle et le sait. Là, je dois dire que pour la première fois de ma vie, j'impose à l'intranquillité un silence respectueux. Enfin, je ne pouvais pas parler de légitimité en équilibre sans évoquer, sur la pointe des pieds, mon identité profonde, celle que l'on m'a transmise, sans parole, mais avec des mélodies.
Une identité qui se forge à coups de récits, d'absence et de crimes qui ensanglantent l'histoire. Pas de sépulture pour ma famille paternelle, mais de la fumée. Quand sont nés mes enfants, loin de leur assigner la mission de réparer ce drame collectif et intime, j'ai voulu qu'ils soient ce qu'était mon père, ce que je suis. Aujourd'hui, j'ai dans ma musette une bar mitzvah, une bat mitzvah. Mon fils dit le kaddish pour son grand-père, et la mémoire des miens tresse et tricote jour après jour le fil si fin sur lequel je marche depuis 48 ans. Il tisse si bien que le fil se fait poutre et que la poutre deviendra un jour un chemin ensoleillé. J'ai fait ce que je devais faire, mais toute ma vie, je devrais me justifier, accepter une fois encore la clandestinité, seul lot gagnant à la loterie des mariages mixtes. Je serai éternellement la moitié d'orange, invisible aux yeux des miens. Là encore, j'ai appris à ne plus baisser les yeux, à être fière même de ce qu'en dépit de ce dont on veut me convaincre, je ne suis pas. Un jour, je ne courrai plus pour attraper cette légitimité. Un jour, elle s'essoufflera, cette intranquillité. Un jour, je serai ce que je suis. Merci. Merci Anne. Alors, moi j'avais une question à vous poser et puis finalement je me dis que je vais la poser mais c'est à l'envers qu'il va falloir la comprendre parce que la question c'était comment grandit-on intranquillement quand on n'a pas de regard qui sert de miroir? Et puis en vous écoutant et en lisant le texte et en le relisant, je me dis mais c'est tout à fait l'inverse. Il y a tous ces regards que vous imaginez et qui sont toujours là. Alors au fond, c'est la question inverse. Comment faire aujourd'hui pour être sans ces regards-là et s'en détacher? Et comme vous disiez, arrêter de se justifier. C'est peut-être un peu provocateur tout ce que je dis, mais ça me fait naître tout ça, ce que vous avez dit. Je crois que les regards, je les porte en moi, ils sont à l'intérieur de moi. Quant à la question de grandir, je me suis arrêtée assez vite avec mon pauvre 1m58. Mais voilà, je suis riche de tous les regards qui sont éteints et que j'ai réinventé, inventé et que je fais vivre tous les jours et que je multiplie même. Anne, comment s'est posée pour vous la question d'un choix professionnel? C'est-à-dire, comment vous êtes-vous engagé là où vous vous êtes engagé? Est-ce que vous y êtes allé tout de suite, du premier coup? Est-ce que c'est passé par d'autres désirs ou d'autres chemins? Non, la question de faire ou non ce métier d'écrivain s'est pas posée, puisque très vite, quand mon père est mort, donc à 9 ans, j'ai réalisé que pour avoir accès à lui, il faudrait que je tourne les pages d'un livre écrit par lui. Et que pour entendre sa voix, il fallait que je lise des bulles, et que souvent j'étais très émue, même quand il me faisait rire dans ses textes, et souvent je me suis demandé ce qui venait d'abord, des rires ou des larmes. Donc la question de faire ce métier, c'est jamais posé, je ne le considère pas comme un métier, c'est plutôt comme une urgence. Oui, mais enfin, du coup, c'est quand même ça que vous faites. Je ne sais pas si c'est un métier ou c'est pas un métier, mais en tout cas, c'est bien ça que vous faites. Oui, je crois que je sais faire que ça, en fait. J'aurais bien essayé la mécanique, le violoncelle, mais non, je sais faire que ça. Et la part consacrée, en l'occurrence, à l'œuvre de votre père, sa part très concrète dans votre vie quotidienne, elle est de quel ordre? Elle pourrait être de 20 heures sur 24. J'essaye de la canaliser parce que ce sont des personnages qui vivent encore aujourd'hui, qui sont sans cesse adaptés au cinéma. Évidemment, on pense à Astérix, mais il y a aussi le petit Nicolas, Lucky Luke, Is No Good. Et c'est vrai qu'il faut tout le temps être là pour lire les scripts, pour les valider, pour dire je pense que ça c'est moins bien que ça et toujours se justifier. La question de la légitimité est omniprésente. Alors justement, tout à l'heure, vous avez dit que c'était
que vous aviez plus employé le « je », mais que vous employez le « nous » face à tous ces gens qui éventuellement sont là en train de s'opposer à vous. Et alors, il y avait une question aussi que je voulais vous poser, parce que vous dites « l'intranquillité choisit toujours ce moment critique pour se manifester ». Alors, comment elle se manifeste, cette intranquillité, à ce moment-là? Je pense que, pour l'extérieur, je pense que je suis relativement difficile à vivre. Voilà. Insomniaque, nerveuse, mère juive étouffante et surétouffante, même avec les gens qui ne sont pas mes enfants, il y en a quelques-uns quand même. Je veux tout le temps que tout le monde mange beaucoup, que tout le monde est très chaud, que tout le monde soit très heureux. Voilà, c'est fatigant, je pense. Une vraie pensée pour mon mari, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous savez de la tranquillité ou de l'intranquillité de votre père? Oh, je sais ce qu'on m'en a dit. Je sais que quand il est rentré en France après la guerre, où il vivait donc en Argentine, je sais qu'il a cherché comme un fou la personne qui avait dénoncé sa famille, ses oncles, ses cousins, et que si l'intranquillité a pu avoir une origine, elle est sans doute là l'origine. Je ne dis pas que ce métier a servi toute sa vie à masquer une angoisse profonde et grave, mais je ne suis pas loin de le penser quand même. Et vous disiez aussi que lorsqu'il est mort, vous ne l'avez pas vu partir, ça s'est passé d'une façon très brutale et vous étiez effectivement absente. Et vous avez dit dans le texte que vous le saviez, vous l'avez senti. Moi, j'ai cru que vous aviez employé le mot prémonition, mais il n'y était pas. Donc, comment ça se passe quand c'est comme ça, que quelqu'un meurt et que vous n'êtes pas là et pourtant vous le savez? Comment ça s'est passé? Ça, c'est un des grands mystères de mon existence. C'est que mon père est mort un samedi 5 novembre à 10h30 du matin. J'étais chez ma grand-mère et exceptionnellement, il n'y avait pas école ce jour-là. Et à 10h30 du matin, j'ai senti très précisément, physiologiquement même, que quelque chose en moi était mort et sans aucun espoir d'être réanimé un jour. Et quand ma grand-mère m'a dit « Qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air bien ?» Je lui ai dit « Non, je suis pas bien. Je pense qu'il vient de se passer quelque chose de très grave. » Je pouvais évidemment pas nommer ce qui venait de se passer. Et quand ma mère est rentrée à la maison et m'a dit « Tu sais, papa est mort », assez brutalement, assez sèchement, le choc n'a pas eu lieu puisque le choc avait eu lieu à l'instant même où il était mort, à quelques arrondissements de là où je me trouvais. Je peux pas l'expliquer. Je crois que quand on s'aime à ce point, on peut ressentir ça. J'étais fille unique, il était et il est mon grand amour. Et je pense que quelque chose s'est arrêté à ce moment-là. Et voilà. Mais sinon, ça va, hein, je suis super heureuse. Hein. Et peut-être, enfin, me concernant une dernière question, c'est comment vous définiriez l'espace d'écriture et de création qui est le vôtre, compte tenu de la place qu'occupe en effet l'œuvre de votre père? L'espace d'écriture sera toujours évidemment le premier à être accueilli par moi. Il est ma raison de vivre, une de mes raisons de vivre, mais dès que quelque chose vient, ce que disait Michel tout à l'heure, on ne va pas chercher un sujet, il s'impose. Et ça, je crois que c'est très juste. Là, depuis quelques jours, j'ai quelque chose qui est venu à moi, et ça y est, je ne pense plus qu'à ça. Donc voilà. Michel Fitoussi, comment vous recevez ce que l'on vient d'entendre? C'est très émouvant, d'abord. J'étais en train de me dire que j'admirais beaucoup Anne de raconter ce qui est de l'ordre de l'intime et du très intime avec cette façon très élégante et en même temps très touchante, comme si elle était à la fois dedans et dehors, et ça m'a beaucoup plu. Et je me disais que ça ne devait pas quand même être très facile d'avoir tout cet héritage, et en même temps qu'elle le porte très bien. Voilà. Qu'elle le porte très bien avec toutes ses contradictions. Et moi qui ne suis pas ashkénaze mais séfarade, j'entends tout ce qu'elle dit quand elle parle quand elle dit qu'elle veut que tout le monde ait chaud, tout le monde soit heureux, tout le monde mange et tout le monde soit ses enfants. Je l'entends très, très bien. Après, et c'est ce qui m'est venu aussi quand elle s'est parlé de l'intranquillité. Je crois qu'on a chacun
des blessures très fortes. Les siennes sont très fortes et remontent à loin. Ce n'est pas simplement et seulement la mort de son père ou la maladie de sa mère, c'est aussi ce qui s'est passé dans la vie de son père avant. Et que il faut, je crois, beaucoup de courage et beaucoup de simplicité pour venir le raconter et en faire un très beau texte. Ce mot d'intranquillité, pour finir encore une fois, pour ne pas finir, ce mot d'intranquillité, quand vous l'avez entendu, quand en l'occurrence Muriel vous en a parlé, vous l'avez reçu comment ? Je l'ai reçu comme on reçoit Muriel la première fois, c'est-à-dire tellement frêle, tellement fragile d'apparence, tellement... Quand je l'ai vue la première fois, tout de suite elle m'a dit voilà, intranquillité. Et je me suis dit waouh, c'est... Qui est cette femme qui débarque dans ma vie et qui prononce un mot que j'ai jamais entendu, et ça a été le début d'une grande amitié. Donc pour moi, intranquillité est éternellement, à jamais, associée à Muriel et surtout à ce qui nous lie à cette amitié exceptionnelle et dont je suis très fière.